Tu es le fils dont on ne se vante pas, c'est ce que ma mère avait l'habitude de dire à chaque Thanksgiving, pendant que mon frère souriait d'un air suffisant, et que mon père laissait couler. Lors du dîner d'anniversaire de mariage de mes parents, mon père a demandé à tout le monde de partager la chose dont ils étaient le plus fiers. Mon frère a commencé. Ma sœur a suivi. Quand ce fut mon tour, j'ai ouvert un seul email, et le verre de mon père s'est arrêté net. Je m'appelle Elliot. J'ai 31 ans. Je travaille dans la logistique d'entrepôt. Je dirige une équipe de 23 personnes dans un centre de distribution, qui brasse 40 millions d'euros de marchandises par an. J'ai été promu 3 fois en 7 ans. Je gagne 97 000 euros. J'ai été publié dans 3 revues spécialisées de mon secteur. Dans ma messagerie professionnelle, j'ai un dossier intitulé « Message sympa » qui contient 41 mots de remerciements d'employés actuels et anciens. Aucune de ces informations n'existe au sein de ma famille. Pour eux, d'après ce que tout le monde savait lors de ce dîner d'anniversaire, avant que je n'ouvre la bouche, je me contentais de déplacer des boîtes. Mon frère Craig a 34 ans, il est vice-président chez Meridian Tech, avec un salaire de 118 000 euros. Ma famille est capable de réciter son titre, son salaire, la superficie de son bureau, ainsi que le nom du restaurant où il a fêté sa dernière promotion. Ma sœur Lorraine a 29 ans, elle est fiancée au docteur Whitfield, un orthodontiste. Ma famille connaît sa spécialité, le code postal de son cabinet, et le poids en carats de sa bague. Moi, j'ai 31 ans. Je dirige une équipe de 23 personnes, et je gère un flux de 40 millions d'euros. J'ai été publié dans 3 revues de l'industrie, une sur l'optimisation de la chaîne du froid, une sur l'efficacité de l'agencement des entrepôts, et une dernière sur la fidélisation de la main-d'œuvre dans la distribution. Mon nom est imprimé dans des publications qui trônent sur les bureaux de directeurs d'exploitation à travers tout le pays. Ma famille, elle, sait que je fais un truc avec des entrepôts. À Thanksgiving, Craig m'a un jour demandé ce que je faisais concrètement de mes journées. Quand j'ai répondu « de la logistique », il a dit « donc, tu déplaces des trucs d'un point à un point B », Judith a ri, et j'ai répondu « ouais, un truc dans le genre ». Puis, j'ai coupé ma dinde. C'est ça, le décalage. C'est ça, le système. C'est tout ce bagage que j'ai emporté avec moi dans le restaurant d'Arnetta, le 14 octobre, dans la poche d'une veste que j'avais repassée à 23 h la veille au soir. Mais d'abord, parlons du système. Ma mère, Judith, a une tradition. Chaque Thanksgiving, à un moment donné entre la dinde et le dessert, elle fait le tour de la table pour faire une mise à jour sur la famille à tous ceux qui écoutent. Tantes, oncles, cousins, voisins. Elle les invite, parce que Judith ne croit pas au petit comité. Elle mentionne la promotion de Craig, les fiançailles de Lorraine, le handicap au golf de mon père, Glenn, qu'il a amélioré de 2 coups cette année, et dont il vous parlera, que vous lui posiez la question ou non. Ensuite, elle arrive à moi, et chaque année, d'aussi loin que je me souvienne, elle prononce une variante de la même phrase. Et Elliot est. Eh bien, vous connaissez Elliot, c'est le fils dont on ne se vante pas, elle lâche ça avec un petit rire, comme s'il s'agissait d'une blague privée. Toute la table est dans le coup. La table rit. Craig sourit avec cet air suffisant qu'il a, où un seul côté de sa bouche remonte, sans que la température de son regard ne change. Glenn mâche. Et moi, je reste assis là, tenant une fourchette que je n'utilise pas, et affichant un sourire que je ne ressens pas. Je laisse couler, parce que laisser couler, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. La réplique a ses variantes. Elliot, c'est notre travailleur de l'ombre. Enfin, de l'ombre en tout cas. Ou encore, 2 sur 300 sortent de manière impressionnante, c'est déjà pas mal. Et, Elliot cherche encore sa voix, n'est-ce pas, mon chéri? Cette dernière remonte à 4 ans. J'avais 27 ans. J'avais déjà été promu 2 fois. Je gérais une équipe de 14 personnes. Je trouvais ma voix, avec la même précision qu'un contrôleur aérien jonglant avec des avions. 15 Thanksgiving. 15 versions de la même phrase. J'aurais pu régler ma montre là-dessus. Dinde à 14 h. Point familial de Judith à 15 h 30. Effacement d'Elliot à 15 h 34. Dessert à 16 h. Avant de continuer, je dois vous donner un détail sur Judith, qui rend tout le reste bien plus complexe. Quand j'avais 11 ans, je suis rentré de l'école avec le nez en sang, parce qu'un gamin nommé Tyler Puis m'avait frappé à la récréation, pour une raison que je n'ai jamais comprise. Ma mère m'attendait à la porte, car l'école avait appelé.
Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle m'a fait asseoir sur le comptoir de la cuisine, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et ne ferait jamais plus. Elle a maintenu un sac de petits pois surgelés contre mon visage, et elle a dit, « Tu sais quoi, Elliot ? Certaines personnes ne savent pas quoi faire face à quelqu'un de discret. C'est leur problème. » Elle a maintenu ses petits pois pendant 10 minutes. Nous avons regardé la fenêtre de la cuisine s'embuer, à cause de la rencontre entre la chaleur intérieure et le froid extérieur. Elle ne les a pas posés avant que le saignement ne s'arrête. J'ai dit que j'allais bien. Elle a répondu, « Je sais que tu vas bien. » C'est ma mère sous son meilleur jour. La femme qui a tenu des petits pois surgelés sur mon visage, et qui a qualifié ma discrétion de force. Cette même femme a déclaré, devant une table pleine de proches, que je ne valais pas la peine qu'on se vante de moi, à peine 6 ans plus tard, et elle continue de le répéter chaque année depuis. Je n'arrête pas d'essayer de faire cohabiter ces deux femmes dans le même corps, et la même scène se rejoue à chaque fois. La hiérarchie n'était pas accidentelle. Elle a été établie très tôt, et renforcée à intervalles réguliers. Quand nous étions enfants, Glenn avait une tradition concernant les bulletins scolaires. Le meilleur bulletin choisissait le restaurant pour le dîner du vendredi. Craig a choisi à chaque fois, de ses 8 à 17 ans. 9 années consécutives. Et ce n'était pas parce que ses notes étaient toujours meilleures. En 5e, j'ai ramené un bulletin avec que des A. Dans toutes les matières. Glenn a regardé le bulletin, m'a regardé, et a dit, « C'est bien, Elliot. » Mais Craig fait de l'histoire en classe préparatoire, donc il te devance de justesse. Craig était en 3e, il suivait un cours auquel je n'étais pas éligible, et d'une manière ou d'une autre, c'était ça qui servait à départager. Je n'ai jamais choisi le restaurant. Pas une seule fois de toute mon enfance. Dès la 4e, j'ai carrément arrêté de remettre mon bulletin à Glenn. Je le laissais juste sur le comptoir. Il n'a jamais remarqué qu'il était posé là. L'université. Glenn m'a fait asseoir à 17 ans dans la cuisine. La même cuisine. Le même comptoir sur lequel Judith m'avait posé avec les petits pois. Il m'a dit, « Soyons réalistes sur ce qui a du sens pour toi, Elliot. » Réaliste. Il m'a orienté vers une université communautaire, et une voie pratique. Quelque chose de manuel, quelque chose de stable. Craig a eu droit à une université classique en 4 ans. Frais de scolarité, logement, repas, 72 000 € sur 4 ans, payés par Glenn et Judith. Lorraine a eu droit à une université en 4 ans, 64 000 €. Même accord. Moi, j'ai eu 2 ans d'université communautaire à 8 400 €, et une conversation qui a commencé par « Soyons réalistes ». J'ai été transféré dans une université d'État par mes propres moyens. J'ai travaillé de nuit dans un entrepôt de distribution, pour payer mes frais de scolarité et mon loyer. Je commençais à 22 h, je finissais à 6 h. J'allais en cours à 8 h. J'ai appris la logistique non pas avec un professeur, mais sur un quai de chargement. C'était à 2 h du matin, avec un scanner portable à la main, et un thermos de café de station-service qui avait le goût d'être là depuis mardi. J'ai obtenu mon diplôme avec 34 000 € de dettes étudiantes. Il m'a fallu 11 ans pour les rembourser. J'ai effectué mon dernier paiement il y a 14 mois, un mardi soir, à la table de ma cuisine. Tess a ouvert une bouteille de vin. Personne dans ma famille ne l'a remarqué, parce que personne n'était au courant pour cette dette, parce que personne n'avait posé la question. J'étais doué au baseball quand j'étais gamin. Vraiment doué. Mon entraîneur, un homme du nom de Petty, qui mâchait des graines de tournesol et recrachait les coquilles dans une bouteille de Gatorade pendant les matchs, a dit à Glenn que j'avais un véritable talent. Il a recommandé une équipe itinérante. Ça coûtait 1 800 € par an. Glenn a répondu que la famille ne pouvait pas se permettre de payer 2 programmes sportifs, car Craig faisait du foot en club. J'ai arrêté le baseball, j'ai rangé mon gant dans le garage, et je n'y ai pas touché pendant 2 ans. 2 mois après que j'ai arrêté, Glenn a inscrit Lorraine à un programme de danse de compétition, 3 200 € par an. J'ai trouvé la facture 8 ans plus tard, dans le tiroir de son bureau, alors que je cherchais des formulaires d'impôt dont j'avais besoin pour une demande de prêt étudiant. La famille ne pouvait pas supporter les 1 800 € pour mon équipe, mais pouvait absorber les 3 200 € pour la danse de Lorraine. J'ai remis la facture dans le tiroir. Je n'en ai jamais parlé à voix haute, jusqu'à cet instant précis, pendant que j'écris ces lignes.
Les cartes de vœux de Judith. 60 destinataires chaque mois de décembre. Des nouvelles de la famille. Je le sais parce qu'une cousine nommée Rita a gardé chaque carte dans une boîte à chaussures, car Rita garde tout, y compris les rancunes et les bons de réduction périmés. Elle m'a montré les 15 dernières années lors d'un barbecue l'été dernier. Je les ai lus en me tenant à côté du grill, pendant que les hamburgers noircissaient, parce que j'avais perdu la notion du temps. Craig y était mentionné chaque année. Chaque promotion, chaque déménagement, chaque accomplissement. Lorraine, chaque année, remise de diplôme, relations amoureuses, fiançailles. Moi, je suis apparu dans 2 des 15 cartes. 2014, et notre plus jeune a également obtenu son diplôme ce printemps. 2019, Elliot s'est marié en octobre. La naissance de mon fils, non mentionné. L'achat de ma maison, non mentionné. Ma première promotion, ma deuxième, ma troisième, non mentionné. 15 ans et 2 demi-phrases. J'ai remis les cartes dans la boîte à chaussures. Rita a demandé, ça va? J'ai répondu, ouais, il fait juste chaud ici. C'était en septembre. Il faisait 28 degrés. Je n'avais pas chaud. Je ressentais autre chose, et je n'avais pas de nom pour définir ça. Ma femme, Tess, a remarqué un schéma que j'avalais depuis si longtemps que son goût m'était devenu normal. Quand Judith présente ses enfants, il y a un système. Voici mon fils, Craig. Il est vice-président chez Meridian Tech. Grand sourire radieux. Voici ma fille, Lorraine. Elle est fiancée au docteur Whitfield. Sourire encore plus large. Puis, un geste dans ma direction, et voici Elliot. Pas de métier, pas de détails, et parfois juste, et notre petit dernier. Un ordre de naissance au lieu d'une personne. Tess a tenu les comptes. 7 fois en 4 ans. Cette présentation où Craig et Lorraine ont eu droit à des titres et des descriptions, et où je n'ai eu qu'un prénom, ou un chiffre. La 7e fois, dans une épicerie, Judith a présenté Craig à une femme de son église, puis a ajouté, et ça, c'est l'autre. Tout en faisant un geste derrière elle, sans même se retourner. Tess a serré la poignée du caddie, et n'a rien dit dans le magasin. Elle a parlé dans la voiture. Elle a dit, si elle t'appelle encore l'autre, je vais me présenter comme la femme de l'autre, et on verra comment ça passe. Elle ne plaisantait qu'à moitié. La maison de mes parents possède un couloir. Des accomplissements encadrés. Les diplômes de Craig, 3 d'entre eux, avec des passe-partout professionnels. Sa photo d'entreprise. Un certificat d'un quelconque programme de leadership. La photo de remise de diplôme et de fiançailles de Lorraine. Une photo d'un voyage au Portugal, où elle se tient sur une falaise avec l'océan derrière elle. Ma section se résume à une seule photo. Une photo de groupe familial de 2016, où je suis partiellement caché derrière l'épaule de Craig. Le photographe avait dit, les plus grands derrière, et Craig s'est placé devant moi sans que personne ne s'ajuste. Ma photo individuelle de remise de diplôme n'a jamais été encadrée. Tess a un jour posé la question à Judith. Judith a répondu, oh, je crois qu'elle est dans un tiroir quelque part, je la retrouverai. C'était il y a 3 ans. Elle est toujours dans le tiroir. Ma photo de mariage est sur le manteau de la cheminée. C'est un format 10x15. La photo de fiançailles de Craig est un 20x25. Tess a remarqué la différence de taille lors de sa première visite dans cette maison, et elle la mentionne une fois par an, avec la précision d'un comptable relevant une charge récurrente. Maintenant, Frank. Frank Cletty, 61 ans, dirige le centre de distribution. Une voix qui ressemble à du gravier dans un sèche-linge. Une poignée de main qui pourrait écourter une réunion. Mauvais pour les petites discussions. Il ne retient pas les anniversaires, y compris le sien. L'année dernière, son assistante a mis un gâteau dans la salle de pause. Frank est passé devant, et a demandé, à qui c'est, ça? Personne ne l'a corrigé. Il mange le même sandwich à la dinde de l'épicerie Morelli, en face, tous les jours sans exception. Son assistante a essayé d'introduire de la variété pendant 6 ans, et a échoué lamentablement, car Frank ne change pas les choses qui fonctionnent. Frank m'a promu 3 fois. La première fois, j'ai dit, je n'ai pas postulé pour ça. Il a répondu, je sais. C'est pour ça que tu l'as eu. La deuxième fois, il a laissé la lettre de promotion sur ma chaise, et s'est éloigné avant que je puisse protester. La troisième fois, il m'a convoqué dans son bureau,
et a dit « Assieds-toi. Tu as une augmentation et un changement de titre. Ne fais pas de discours. » Je n'ai pas fait de discours. Depuis 4 ans, il est mon mentor. Déjeuners hebdomadaires dans son bureau, porte fermée, avec des sandwichs de chez Morelli. Il m'enseigne la théorie des opérations, comment lire un bilan, comment licencier quelqu'un sans que ce soit cruel, comment négocier avec des fournisseurs qui pensent que le volume leur donne un moyen de pression. Il a dit un jour, avec de la moutarde sur le pouce et une serviette qu'il n'utilisait pas, « Ton problème ce n'est pas tes capacités, Elliot. Ton problème, c'est qu'on t'a dit que tu étais ordinaire, par des gens qui n'ont jamais pris la peine de regarder. » Je suis rentré chez moi, en voiture, et je me suis assis dans mon allée, moteur allumé. T s'est sortie au bout de 15 minutes. Elle s'est assise sur le siège passager. Elle n'a posé aucune question. J'ai dit, mon patron a dit un truc, aujourd'hui. Elle a demandé, en bien ou en mal? J'ai répondu, je crois que c'est en bien. Je n'en suis pas encore sûr. Elle est restée assise avec moi, jusqu'à ce que la minuterie de la lumière du Porsche s'éteigne. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Il y a 18 mois, le système de réfrigération est tombé en panne pendant la nuit. 600 000 € de stock périssable. J'ai reçu l'appel à 23 h, et j'étais sur place à 23h40. J'ai organisé une redistribution d'urgence vers 3 installations de secours. J'ai dérouté 4 camions en plein trajet. J'ai trouvé 2 unités de stockage frigorifique temporaire auprès d'un concurrent, avec qui j'avais bâti une relation, au fil de 2 années de discrète faveur professionnelle. 72 heures d'affilée. Sans sommeil. Du café provenant d'une machine qui distribuait un liquide brun et chaud, qui était techniquement du café, de la même façon qu'une chaise pliante est techniquement un meuble. J'ai sauvé 540 000 € sur les 600 000. Quand ce fut terminé, à 5 heures du matin le jeudi, j'ai conduit jusqu'à un dîner, et j'ai payé le petit déjeuner pour toute l'équipe de nuit. 340 € sur ma carte de crédit personnel, des pancakes, des œufs, et du café pour 14 personnes qui tournaient à l'adrénaline et au bar chocolaté de distributeur depuis 3 jours. Franck m'a dit plus tard qu'il avait regardé sur la caméra de sécurité, et qu'il n'était pas intervenu. Il a dit, je voulais voir si tu étais bien celui que je pensais. Personne dans ma famille n'a entendu cette histoire. Personne n'a entendu parler de rien, ni des promotions, ni des publications, ni de la crise, parce que personne ne me pose de questions sur mon travail. La dernière fois que c'est venu sur le tapis, à Thanksgiving, Craig a demandé, qu'est-ce que tu fais concrètement de tes journées, Elliot? Judith a ri. J'ai dit, de la logistique. Craig a répondu, donc, tu déplaces des trucs d'un point à un point B. J'ai dit, ouais, un truc dans le genre. Et j'ai mangé ma dinde. Il y a 4 mois, Franck a écrit une lettre de recommandation pour un programme de leadership de l'industrie auquel j'étais nominé. 2 pages, à simple interligne. Il m'en a envoyé une copie par email, avec un message d'une ligne, pour tes dossiers. Ne discute pas avec moi là-dessus. Je l'ai lu à mon bureau, pendant le déjeuner. La salle de pause était bruyante derrière moi. Quelqu'un passait au micro-ondes un truc qui sentait le fromage brûlé. Et moi, je lisais des phrases sur moi-même que je ne reconnaissais pas. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce que personne n'avait jamais rassemblé ces faits à mon sujet au même endroit. La crise, le petit déjeuner, les promotions, les 3 publications, les 23 personnes que je dirige. Parmi elles, 3 étaient parties pour des rôles de direction ailleurs, et m'avaient cité comme référence principale. La fois où je suis resté tard pendant 6 semaines d'affilée, pour repenser un système de routage qui a fait économiser à l'entreprise 180 000 € par an. Des choses que j'avais accomplies et classées, parce que faire les choses et les classer, c'est ce que je fais. Franck ne les a pas classées. Franck les a écrites. Il m'a décrit de la façon dont un père devrait décrire son fils. Ce n'est pas ce que j'ai pensé quand je l'ai lu pour la première fois. C'est ce que Tess a dit, quand elle a lu par-dessus mon épaule, à la table de la cuisine, plus tard ce soir-là. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, Franck a écrit ce que Glenn aurait dû dire lors de son discours à ton mariage. Je n'ai pas répondu, parce que ma gorge s'est nouée. Et j'ai fait ce truc où tu fais semblant de t'éclaircir la voix, mais où tu essaies juste de ne pas t'effondrer devant un bout de papier. Un papier qu'un homme de 61 ans, avec de la moutarde sur le pouce, a écrit sur toi, dans un bureau qui sent la charcuterie et l'encre d'imprimante. J'ai relu la lettre ce soir-là. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur portable,
j'ai marché jusqu'à la salle de bain, et j'ai verrouillé la porte. Je suis resté là pendant 3 minutes, à fixer le carrelage, sans pleurer. Je restais simplement debout, laissant les phrases s'installer dans un corps qui n'était pas habitué à porter ce genre de poids, ce poids qui vient du fait d'être enfin vu. Je me suis aspergé le visage d'eau, je suis retourné dans la cuisine. Tess n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu un verre d'eau, et elle a continué de relire les 3 dernières phrases. Elliot est la personne la plus fiable avec laquelle j'ai travaillé en 2 décennies passées à diriger cette opération. C'est le genre d'homme qui rend tous ceux qui l'entourent meilleurs, sans jamais réclamer de mérite ou de reconnaissance. Si j'avais un fils dans cette industrie, je voudrais qu'il soit exactement comme Elliot Kern. J'ai porté ces phrases en moi pendant 3 semaines. Je n'avais pas prévu de les lire au dîner. Je me contentais de les porter. De la même façon qu'on porte la clé d'une maison dans laquelle on n'habite plus. Puis, Judith m'a laissé un message vocal le matin du dîner. Elliot, sois à l'heure ce soir. Ton frère a une grande annonce, alors essaie de faire court pour ton petit discours, d'accord? Tu sais à quel point tu peux divaguer. Mon petit discours? Le faire court? Je l'ai écouté dans le parking du travail, et je suis resté assis là pendant environ 5 minutes, à fixer le volant. Ensuite, j'ai ouvert la lettre sur mon téléphone, et j'ai relu les 3 phrases encore une fois. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche, je suis entré, j'ai fait ma journée de travail, je suis rentré chez moi, et j'ai repassé une chemise que je n'avais pas portée depuis 2 ans. Je n'ai pas parlé du message vocal à Tess, parce que je savais ce qu'elle dirait, et j'avais besoin d'en arriver là par moi-même. 2 jours plus tôt, Craig avait appelé pour se coordonner, pas pour prendre des nouvelles. Il m'avait dit, « Papa veut que tout le monde partage une chose dont il est fier. Moi, je vais parler de ma promotion. Lorraine va parler de ses fiançailles. Qu'est-ce que tu vas dire ?» J'ai répondu, « Je trouverai bien un truc. » Craig a ajouté, « Reste léger. Un truc drôle. Tu es doué pour ça. » Il m'avait attribué le rôle du comique de service lors du dîner d'anniversaire de nos parents, de la même façon qu'on attribue une place à la table des enfants. J'ai raccroché, et je me suis assis à la table de la cuisine. Tess a demandé, qu'est-ce qu'il voulait? J'ai dit, il veut que je sois drôle. Elle tenait un torchon, ses cheveux étaient relevés, et elle avait ce regard qui montre qu'elle a déjà 3 phrases d'avance sur moi. Elle a demandé, et toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu, je veux qu'il m'entende. Elle a dit, alors arrête de chuchoter. La veille au soir, Tess m'avait encore trouvé à table, en train de lire la lettre sur mon ordinateur, pour la 10e fois probablement. Elle l'a lu par-dessus mon épaule. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Frank a écrit ce que ton père aurait dû dire à ton mariage, ce que ta mère aurait dû mettre dans 15 ans de carte de Noël. Si tu ne la lis pas demain, Elliot, je vais la lire à ta place. Elle n'était pas en colère. Elle était juste fatiguée de me voir me comprimer dans l'espace que ma famille m'avait mesuré à l'âge de 12 ans. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai rouvert 1 heure plus tard, je l'ai refermé. À 23 heures, j'ai imprimé les 3 phrases sur une feuille de papier, je l'ai pliée, je l'ai mise dans la veste que j'allais porter le lendemain, je suis allé me coucher, et je n'ai pas dormi. Le dîner. Chez Arnetta, salon privé, 22 personnes. Le plan de table disait tout avant même qu'un mot ne soit prononcé. Craig et sa femme à côté de Glenn, Lorraine et le docteur Whitfield à côté de Judith. Elliot était au bout, tout au bout, à côté d'une tante nommée Deborah, qui discutait déjà de son jardin d'herbes aromatiques avant même qu'on ne s'assoie. Tess a posé son sac sur la chaise, m'a regardé, et a dit, rien d'étonnant. Je suis assis au bout de la table depuis que je suis assez grand pour tenir une fourchette. Sauf que maintenant, il y avait un marque-place avec mon nom au bout de la table. Glenn s'est levé après le plat principal. Un verre de vin rouge dans sa main droite, il a remercié tout le monde pour ses 35 ans de mariage. Judith rayonnait. Puis il a dit, je veux faire un tour de table. Chacun d'entre vous va partager la chose dont il est le plus fier. Craig en premier. Il s'est levé, a décrit sa promotion de vice-président en détail. Le titre, le département, le salaire, qu'il a prononcé à voix haute lors d'un dîner, de la façon dont certaines personnes annoncent les numéros du loto, 118 000 €. Bureau avec vue. Équipe de 40 personnes. Le visage entier de Glenn rayonnait. Judith a applaudi. La table a levé son verre. Puis, Craig a ajouté, d'un ton désinvolte,
presque comme une réflexion après coup, que le package de relocalisation était un peu juste, et qu'il aurait bien besoin d'un petit coup de main pour la compte. Il a regardé Glenn. Glenn a hoché la tête. 15 000 €. Je le sais parce que Tess a surpris Judith chuchoter ce montant à tante Déborah 10 minutes plus tard, en faisant semblant de remplir un verre d'eau. 15 000 € pour le vice-président, à la même table où le gars de l'entrepôt ne s'est jamais vu offrir le moindre euro pour sa carrière. La main de Tess a trouvé mon genou sous la nappe, et l'a serré. Lorraine a suivi. L'histoire des fiançailles. Comment Judith a aidé à organiser le week-end surprise. Comment Glenn a pris l'avion pour Boston pour rencontrer les parents du docteur Whitfield. La bague. La sélection des salles de réception. Lorraine était radieuse. Quand elle a fini, Judith a dit « Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie. » Glenn a ajouté « Tu mérites tout ça, Lorraine. » Fier de toi. Ils l'ont dit 2 fois, en l'espace de 30 secondes. J'ai remonté le temps dans ma tête. Chaque jour de fête, chaque anniversaire, chaque coup de fil, chaque bulletin de notes. J'ai cherché pendant 27 ans une seule occasion où ce mot avait été dirigé vers moi. Je n'ai rien trouvé. Pas une seule fois. Le mot existait bien dans le vocabulaire de ma famille. Il n'avait simplement jamais été expédié à mon adresse. Glenn a regardé au bout de la table, par-delà les assiettes à salade, les verres de vin, et la tante qui parlait de plantes vivaces. Elliot, à ton tour. Et toi? Je pouvais sentir le papier dans ma veste. Je pouvais sentir la main de Tess, toujours posée sur mon genou. Je pouvais sentir 22 personnes préparer déjà leur visage, adoptant cette expression polie et patiente qu'elle porte quand le gamin discret prend la parole. S'attendant à quelque chose de court, quelque chose d'humble, quelque chose qui les fasse sourire et permette à la soirée de passer au dessert. J'ai plongé la main dans ma poche, j'ai sorti le papier, je l'ai déplié. Craig a bougé sur sa chaise. Le grincement de cette chaise pliante a été le bruit le plus fort de la pièce. Judith a penché la tête. J'ai commencé à lire. Ma voix était assurée pour la première phrase. Elliot est la personne la plus fiable avec laquelle j'ai travaillé en 2 décennies passées à diriger cette opération. La table s'est figée. Pas silencieuse. Figée. La différence, c'est que le silence est l'absence de bruit. Être figé, c'est l'absence de mouvement. Personne n'a bougé. C'est le genre d'homme qui rend tous ceux qui l'entourent meilleurs, sans jamais réclamer de mérite ou de reconnaissance. Le verre de Glenn s'est arrêté à 15 cm de ses lèvres. Le vin s'est déplacé vers le bord. Il n'a pas reposé le verre. Il a juste cessé de bouger. Si j'avais un fils dans cette industrie, je voudrais qu'il soit exactement comme Elliot Kern. J'ai plié le papier, je l'ai remis dans ma poche. J'ai dit, ça a été écrit par mon patron. Il s'appelle Frank Cletty. Il dirige une entreprise de 40 millions d'euros. Il l'a écrit pour un programme de leadership pour lequel j'ai été nominé. J'ai fait une pause. Voilà mon petit discours. Désolé, ce n'était pas drôle. Je n'ai pas levé les yeux pendant quelques secondes. Je regardais le papier plié dans ma main. Quand j'ai relevé les yeux, la pièce s'était réorganisée, d'une manière que je n'avais pas vue en 27 ans passés à m'asseoir à des tables familiales. Craig fixait son assiette, la mâchoire contractée, comme s'il mâchait quelque chose qui n'était pas de la nourriture. Sa femme avait la main posée sur son bras, mais il l'ignorait. Lorraine avait une main sur la bouche, ses yeux étaient humides, et elle me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à nommer. Quelque chose entre le choc, et un sentiment plus ancien. Quelque chose qui aurait pu ressembler à de la culpabilité, si je suis généreux, et j'essaie de l'être. Judith me fixait, comme si quelqu'un avait échangé son fils entre 2 plats. Pas en colère, pas triste. Confuse. La confusion d'une femme qui avait passé 27 ans à organiser ses enfants en catégories, et qui venait de voir l'un d'eux sortir de la boîte qu'elle avait construite pour lui. Le verre de Glenn était posé sur la nappe. Il l'avait reposé sans s'en rendre compte. Un petit cercle rouge s'étendait sur le lin blanc, à l'endroit où le vin s'était renversé, s'élargissant en un anneau, et personne ne faisait le moindre geste pour l'éponger. Le silence. 15 secondes de ce silence. Le genre de silence qui a un poids physique. Le genre qu'on sent peser sur la surface de sa peau, comme l'humidité avant l'orage. Tante Déborah, qui avait débattu de la différence entre le romarin et le thym pendant la majeure partie de leur précédente,
et qui, j'en suis presque sûr, était la seule personne à table à passer une soirée véritablement détendue, a posé sa main sur mon bras. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste posé sa main là, et l'y a laissé. Tess, assise à côté de moi, a pris son verre de vin, et a bu une gorgée lente, comme si elle regardait le générique de fin d'un film qu'elle avait déjà vu, et dont elle appréciait la fin. Judith a parlé la première. Elliot, pourquoi ne nous as-tu jamais parlé d'eux? J'ai répondu, vous parlez de quoi, maman? Il aurait fallu demander d'abord. Elle a dit, je prends de tes nouvelles. J'ai répliqué, tu demandes si je viens à Thanksgiving. Tu demandes si je peux réparer la porte du garage. Tu demandes si je peux passer chercher le gâteau. Tu ne m'as jamais, pas une seule fois, demandé ce que je faisais dans la vie. Tu ne m'as jamais demandé si j'étais doué dans mon travail. Tu ne m'as jamais posé une question à laquelle on ne pouvait pas répondre par un seul mot. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Glenn fixait la tache de vin sur la nappe, comme s'il s'agissait d'un casse-tête qu'il essayait de résoudre. Après le dîner, sur le parking, Glenn m'a accompagné jusqu'à la voiture. Il faisait assez froid pour voir notre souffle. Il se tenait là, les mains dans les poches de son manteau, se balançant légèrement sur ses talons, comme il le fait quand il est mal à l'aise. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Il a dit, je n'étais pas au courant pour la crise, pour les 72 heures. J'ai répondu, tu n'as jamais posé la question, papa. Il a hoché la tête, un seul hochement, très lent. Le hochement de tête d'un homme qui venait d'entendre une question qu'il comprenait pour la première fois, et qui réalisait qu'il n'avait pas la réponse. C'était tout. Un hochement de tête sur un parking, à côté d'une voiture qui aurait bien besoin d'un lavage, entre deux hommes qui ne savaient pas comment se tenir l'un à côté de l'autre sans avoir une table pour les séparer. Craig m'a attrapé près de la portière. Il a dit, c'était brutal, Elliot. Tu aurais pu simplement nous le dire. J'ai répondu, tu m'as appelé il y a 3 jours pour me dire de rester léger, et de dire un truc drôle. Il s'est tu à ce moment-là. Je ne le pensais pas comme ça. J'ai dit, si, Craig, c'est ce que tu pensais. Tu ne savais juste pas que tu le pensais. Il est resté planté là avec ses clés de voiture, les faisant tourner dans sa main, comme s'il essayait de déverrouiller quelque chose qui n'avait pas de serrure. Je suis monté dans la voiture. Tess était déjà sur le siège passager. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle le savait déjà. Judith m'a retrouvé au vestiaire. Elle avait pleuré. Le genre de pleurs qui ne font pas de bruit, mais qui laissent des traces. Elle a dit, cette lettre, Elliot, pourquoi ne l'as-tu jamais? J'ai répondu, maman, tu m'as dit ce matin de faire court pour mon petit discours. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Elle a dit, je ne voulais pas dire. J'ai répondu, tu le penses depuis 15 Thanksgiving. J'ai mis mon manteau, et j'ai marché vers la voiture. Dans les semaines qui ont suivi, des choses ont éclaté au grand jour. Le genre de choses qui restent enfouies quand tout le monde est en représentation, et qui refont surface quand le spectacle s'arrête. Le package de relocalisation de vice-président de Craig avait déjà été englouti. Il avait dépensé sa prime de signature pour un leasing automobile qu'il ne pouvait pas assumer. Les 15 000 € qu'il avait demandé lors du dîner, c'était la requête visible. Le vrai chiffre, que Tess a appris de la bouche du fiancé de Lorraine, lors d'une réunion de famille 2 semaines plus tard, où tout le monde a été inconfortablement honnête pour la première fois, c'était 35 000 €. Sa dette de carte de crédit s'élevait à 42 000 €. Il passait 3 ans à vivre 2 tranches d'imposition au-dessus de sa vie réelle, à louer des voitures allemandes, et à payer des tournées dans des restaurants où les entrées coûtaient plus cher que mes courses. Tout cela pour maintenir l'image dont Judith se vantait dans ses cartes de Noël, et à laquelle Glenn hochait la tête à travers les tables à dîner. Le salaire de vice-président de 118 000 €, que Craig annonçait comme un cours de bourse, était dévoré par le service de la dette, à un rythme qui ferait grimacer un comptable. Le cabinet d'orthodontie de Lorraine et du docteur Whitfield n'est pas aussi florissant que l'histoire des fiançailles le laissait entendre. Ils empruntaient discrètement à Judith pour les dépenses du mariage, parce que les revenus du cabinet stagnaient depuis 2 ans, et que la dette de prêt étudiant de l'école dentaire s'élevait toujours à 190 000 €. Les 2 enfants dont il valait la peine de se vanter étaient tous deux financièrement dépendants des parents qui se vantaient d'eux. L'enfant qui déplace des boîtes, le fils qui ne mérite pas d'être mentionné dans les cartes de Noël, celui qui a eu droit, soyons réalistes, plutôt qu'à un chèque pour ses frais de scolarité, lui, possède sa maison à 100%.
Zéro dette depuis 14 mois. Son fonds de retraite a 6 ans d'avance sur les prévisions, selon son conseiller financier. Un salaire de 97 000 €, que personne au dîner d'anniversaire ne connaissait, parce que le système n'avait jamais exigé de lui qu'il en ait un. Le système exigeait seulement de lui qu'il soit inférieur. Franck a entendu parler du dîner. Tess l'a appelé. Elle lui a dit qu'il méritait de savoir quel effet ces mots avaient eu dans cette pièce. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé une copie encadrée de la lettre sur mon bureau. Un cadre neuf, un passe-partout professionnel, et un post-it collé sur le verre, avec l'écriture de Franck. Accroche ça quelque part où les gens pourront le voir. Tu t'es caché assez longtemps. Je l'ai accroché au mur de mon bureau. C'est le premier accomplissement encadré que j'affiche quelque part. Marcus, un jeune de 23 ans dans mon équipe, qui me rappelle moi-même, à l'exception du fait qu'il n'a pas encore appris à devenir silencieux, et j'espère qu'il ne l'apprendra jamais, l'a vu et a dit, c'est de Franck, ça. C'est pratiquement une médaille, mec. Je l'ai regardé après son départ. La fierté de quelqu'un envers moi, rendue physique. Rendue visible, accrochée sur un mur, dans une pièce où les gens peuvent la voir. C'est nouveau pour moi. Mon oncle, le frère de Glenn, a appelé la semaine d'après. Il était au dîner. Il a dit, ta mère nous répète depuis des années que tu cherches encore ta voie. Je croyais que tu étais à peine employé, Elliot. Je n'en avais aucune idée. J'ai répondu, 3 promotions et 7 ans à chercher ma voie. Il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose que je n'arrête pas de retourner dans ma tête, comme une pièce de monnaie trouvée par terre. Il a dit, ton père n'est pas désolé. Il est embarrassé. Et il y a une différence. Être désolé signifie qu'il voudrait revenir en arrière pour changer les choses. Être embarrassé signifie qu'il s'est fait surprendre en train de ne pas regarder. 6 semaines plus tard, Glenn m'a envoyé un email. Pas un SMS, pas un appel. Un email, ce qui, pour Glenn, équivaut à écrire une lettre à la main, parce que Glenn n'envoie pas de mail. Il demande à Judith de transférer les choses pour lui. 3 phrases. J'ai relu la lettre. J'en ai eu une copie par ta femme. Je ne sais pas quand j'ai arrêté de te voir, mais je sais que c'est de ma faute. Je l'ai lu à mon bureau, lors d'un mardi matin qui sentait le fromage brûlé du micro-ondes de la salle de pause, et le sandwich à la dinde de Franck provenant de chez Morelli. J'ai lu l'email 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai déplacé dans un dossier intitulé « Message sympa ». Ce dossier, c'est l'endroit où je garde chaque mot de remerciement que j'ai jamais reçu de la part des gens avec qui je travaille. D'anciens employés qui écrivent pour les fêtes. Un chauffeur de l'entrepôt nommé Pat, qui envoie un mot à Noël chaque année, pour me dire « Tu es le seul manager qui a appris mon prénom dès la première semaine ». Marcus, qui m'a envoyé un texto le mois dernier juste pour dire « Je reste grâce à toi, juste pour que tu le saches ». 41 messages dans ce dossier. 40 provenant de personnes qui m'ont regardé travailler, et ont décidé que je valais bien une phrase. Un seul de la part de mon père, qui m'a regardé grandir, et a eu besoin de 27 ans, d'un dîner, et de la lettre d'un inconnu pour écrire sa première phrase. Il a fait son entrée dans la liste. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais pas si 41 c'est beaucoup ou peu. Je sais que le dossier existe, je sais que je l'ouvre parfois lors des mauvaises journées, et je sais que l'email de mon père s'y trouve maintenant. Il est assis entre le message de Noël de Pat, et un mot d'un chariste nommé Digne, que j'ai formé en 2021, qui a été promu en mars dernier, et qui m'a écrit pour me dire qu'il n'aurait pas pu le faire sans moi. 2 mois après le dîner, je me suis assis pour écrire une lettre. Pas à ma famille. À Franck. J'ai écrit ce que je n'avais jamais été capable de lui dire en face, car le bureau de Franck a cette façon de rendre tout très opérationnel, même quand c'est personnel. J'ai écrit que sa lettre de recommandation était la première fois que quelqu'un me décrivait comme étant plus que simplement adéquate. Que l'expression « si j'avais un fils dans cette industrie » m'avait fait m'enfermer dans les toilettes du restaurant d'Arnetta, pendant que ma femme se tenait derrière la porte, me disant « prends ton temps, à travers le bois ». Que la copie encadrée sur le mur de mon bureau était la première fois que la confiance de quelqu'un à mon égard était une chose que je pouvais regarder avec mes yeux, toucher avec mes mains, et montrer aux autres, en disant « voici ce que quelqu'un pense de moi ». Non pas ce que ma famille pense, mais ce qu'une personne qui m'a réellement vu travailler a décidé que je valais. J'ai remis la lettre à Franck en personne, dans son bureau, le mardi après-midi.
Il terminait le sandwich à la dinde de chez Morelli. Il avait une serviette sur ses genoux qu'il n'utilisait jamais correctement. Elle tombait toujours à moitié de son genou. Il essuyait les miettes tombées sur la lettre de recommandation qu'il m'avait envoyée, il s'en était apparemment imprimé une copie pour lui-même, qu'il gardait dans son tiroir du haut. Il a lu ma lettre, l'a pliée, et l'a rangée dans le tiroir de son bureau, à côté de sa copie de la recommandation, d'une photo de sa fille, et d'une calculatrice des années 1990 qui fonctionne encore, et qu'il refuse de remplacer parce que, selon les mots de Franck, elle calcule juste. Et c'est tout ce qu'on demande à une calculatrice. Il a regardé vers la fenêtre. Ses yeux étaient humides, mais il ne s'est tourné qu'à moitié, parce que Franck ne fait pas ce genre de choses. Pas complètement. Il a dit, remets-toi au travail. J'ai fermé la porte derrière moi. Doucement, il avait prononcé 3 mots. C'étaient les 3 bons. Abonnez-vous. D'autres sont à venir. Pas tous dans ce